Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux. Je vais commencer par vous parler des enquêtes internationales de type PISA et TIMSS. Vous avez peut-être toutes et tous entendu parler du fait que les élèves français échouaient assez massivement aux évaluations internationales en maths. Oui, on l'entend beaucoup dans les médias, on le voit sur Internet. Donc c'est assez légitime de se poser la question d'abord, est-ce que les élèves français sont réellement moins bons que ceux d'autres pays, de plusieurs autres pays, de l'Union européenne, de l'OCDE, etc. Et puis de se poser la question de savoir finalement, de questionner les origines de ces échecs. Pourquoi ils échouent autant. Bon. Alors, en lisant un petit peu ce qui se dit sur le sujet, on se rend compte que les questions qui sont mises en avant sont habituellement touchent plutôt, par exemple, les origines socioculturelles des élèves. Le fait qu'on n'a pas assez d'heures de cours de maths à l'école, au collège, au lycée. Des questions de ce type. Là, je lisais un article récemment qui questionnait aussi le niveau disciplinaire des enseignants de mathématiques. C'est difficile de recruter, c'est de plus en plus difficile de recruter des enseignants de mathématiques. Donc, il y a ces questions qui sont des questions tout à fait, des raisons qui sont tout à fait légitimes. Mais il y a, disons, dans cet exposé, ce que je compte faire avec vous, c'est explorer une raison qui est relativement indépendante de celle-ci et qui va plutôt tourner autour des contenus mathématiques. Et si vous voulez, cette raison, je vais la mettre en relation avec mon activité de chercheur en mathématiques. Donc, comment je vais faire ça ? Je vais prendre en guise d'illustration un problème de mathématiques difficile qui a résisté depuis plus d'un demi-siècle, qui s'appelle la conjecture de Schaeffer et qu'on a résolu récemment avec mon collaborateur Oleg Cher qui travaille dans un institut d'intelligence artificielle à Lizia en Suisse. Mais bon, pour le moment, on va rester du côté des élèves et on va explorer cette raison qui est plus liée au contenu mathématique qu'on enseigne en France et à la façon avec laquelle nous enseignons ces contenus à nos élèves. Donc, puisque je parle des contenus mathématiques, je vais quand même commencer par vous rappeler que les mathématiques sont globalement constituées de plusieurs, ici j'en ai énuméré 4 domaines ou cadres. J'utiliserai la dénomination domaine ou cadre de façon un petit peu interchangeable. Vous avez la géométrie, qui est le domaine des mathématiques qui englobe les figures, les figures planes, d'autres types de figures, mais par exemple le théorème de Pythagore est un théorème qu'on applique au triangle rectangle, dont vous avez probablement toutes et tous entendu parler. L'algèbre, qui est le domaine des mathématiques qui englobe les nombres, les opérations qu'on leur applique, les règles opératoires, les équations, les inconnus. Les probabilités et les statistiques qui sont le domaine de l'aléatoire, le monde de l'aléatoire, et puis l'analyse qui est un domaine très vaste aussi qui englobe les fonctions, leur représentation, la théorie de l'approximation, etc. Alors maintenant, on va revenir sur la problématique que j'évoquais, les échecs des élèves. Bon, si on regarde en détail les questions qui ont été libérées au sein de ces évaluations internationales et qui posent problème aux élèves, et qu'on les expérimente dans les classes, ce qu'on a fait en collaboration avec des chercheurs en sciences de l'éducation, des psychologues des apprentissages, ce qu'on observe, c'est que les élèves français, en tout cas au moins certains d'entre eux, éprouvent des difficultés à choisir un cadre, un domaine qui soit adapté à la situation qui est proposée, parce qu'il faut comprendre que la situation, lorsqu'elle est fournie dans un cadre qui est propre à elle, propre à l'énoncé. Et donc, cette difficulté-là, il faut essayer de la vaincre. Donc, je vais vous donner un exemple illustratif avec un item, c'est comme ça qu'on les appelle, qui est libéré d'une enquête internationale qui s'appelle TIMSS. C'est un problème sur lequel, je vous le dis d'emblée, un élève français sur 2 échoue. Ce qui relègue la France en avant-dernière position, juste avant l'Italie. Donc, on va commenter un petit peu ce texte. Donc, vous voyez cette image, un bateau qui s'approche d'un phare.
à une certaine distance de la base du phare qui est un îlot, la distance qui est évaluée à 170 mètres, et puis vous avez l'angle d'approche qui est de 10 degrés. La question qui est posée aux élèves, c'est essentiellement quelle est la hauteur du phare, compte tenu du fait que l'îlot est de hauteur 4 mètres. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que... Bon, d'abord, je vous dis que le problème mathématique, la situation problème, est énoncée dans un cadre qu'on pourrait qualifier issu du monde réel. Et donc, il s'agit de choisir un cadre pour pouvoir s'engager dans la tâche, un cadre mathématique. Alors, parmi ceux que j'ai listés précédemment, auxquels pensez-vous? Géométrie? Oui. Géométrie, ceux qui pensent à la géométrie, vous pouvez lever la main? Oui. L'algèbre? Vous pouvez lever la main? Oui. Les autres domaines? Oui. Alors, je vais vous dire, finalement, il y en a deux, géométrie et algèbre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est plutôt très bon signe que vous ayez pensé à la géométrie, parce que c'est effectivement le domaine mathématique, le cadre mathématique qui va permettre de traduire la situation problème et de pouvoir s'engager dans la tâche. Sans le cadre géométrique, on ne peut pas s'engager dans la tâche. Donc, si vous voulez, du point de vue de l'élève, vous avez le triangle, le rectangle, il n'est pas dessiné en fait, il est suggéré, les sommets ne sont pas nommés, et donc il y a une difficulté pour l'élève à ce niveau-là, parce que comme il est suggéré, c'est à lui de continuer le chemin et finalement de le dessiner, de nommer les sommets, etc. Mais c'est pas terminé, parce que ce qu'on lui demande, c'est la hauteur du phare. Donc il y a un moment donné où il va devoir faire ce qu'on appelle de l'algèbre. Il doit basculer dans le cadre algébrique. Il va dire j'appelle H la hauteur du phare, et il va faire jouer les relations trigonométriques dans le triangle pour former ce qu'on appelle une équation qui fait intervenir H, et enfin extraire la valeur de H qui est 26 mètres. Je cesse de faire durer le suspense. Bon, maintenant, fort de ça, je voudrais qu'on fasse le lien avec la recherche en mathématiques. Vous savez, donc ces deux étapes, qui sont deux étapes importantes, je dirais décisives même, consistent à changer de cadre deux fois. Premier cadre géométrique, deuxième cadre algébrique. Eh bien, un chercheur en mathématiques, pour résoudre des problèmes difficiles, qui sont posés de longue date, comme c'est le cas de celui que je vais vous montrer, eh bien, il en a besoin. Il en a besoin parce que ça lui permet, lorsqu'il arrive à changer de cadre, de voir le problème sous un nouveau jour, de le voir différemment, de rendre disponibles des outils qu'il ne soupçonnait pas être disponibles pour résoudre son problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer mon propos avec un problème qui a été énoncé au début des années 60 par un algébriste, et c'est important de le signaler, Bartel van der Waerden, qui énonce un problème donc algébrique. Et son problème algébrique, c'est, il dit, je prends un certain nombre de points dans le disque de centre 0 et de rayon 1. Bon. Un certain nombre de points que je vais matérialiser de cette façon-là. Hop, je les mets un petit peu n'importe où. Voilà. Et bon, ici du coup, le nombre de points, je vais l'appeler n, et ici il vaut 9, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, oui. Alors, donc, Van der Waerden, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il définit un objet algébrique qui dépend de ces points-là, et il cherche à en évaluer la taille. Alors, la taille, je vais l'appeler T de n. T de n, bon, n ici vaut 9, mais il peut valoir n'importe quel nombre, en fait. 10, 100, 1 milliard, n'importe quel nombre. Et alors, 10 ans plus tard, à peu près, un mathématicien du nom de Schaeffer intervient, et c'est d'ailleurs, le problème va finir par porter son nom, parce que c'est sa contribution qui a marqué les années 70, et il démontre que T de n est inférieur ou égal à racine de n. Racine carrée de n. Bon. Alors, la question ultime qui a été posée à ce moment-là, c'est est-ce que la taille doit grandir en même temps que n? Racine carrée de n, c'est une quantité qui grandit en même temps que le nombre de points augmente. Hein, vous avez racine de 100, c'est 10.
Racine de 1000, c'est 100, etc. Donc plus vous augmentez le nombre de points, et plus vous augmentez racine de n. Et plus vous augmentez cette quantité-là qui est racine de n. Bon, alors, la question ce que Schaeffer a pensé après, c'est qu'il s'est dit, oui, mais je ne suis pas content de cette borne. Il n'en était pas content, il n'en était pas satisfait, et il a dit, moi je pense que t de n est toujours inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que quel que soit n, même si le nombre de points grandissait autant qu'on voulait, n égale 1 milliard, t de n devait toujours être inférieur ou égal à 2. C'est ce qu'il a pensé. Mais je vais vous expliquer dans quelques secondes plutôt, qu'il se trompait, qu'il avait tort, et qu'en fait il aurait dû être plus fier, il aurait dû être mieux satisfait de cette première estimation qu'il avait. Pourquoi ? Alors, avant d'aller plus loin dans la résolution de ce problème, essayons de comprendre pourquoi Schaeffer finalement s'est égaré. Il s'est égaré parce que le problème a été énoncé dans un cadre algébrique et qu'il est resté prisonnier de ce cadre algébrique pendant des années. Et ce n'était pas seulement son cas à lui, même si le problème porte son nom finalement, mais d'autres chercheurs ont cherché cette question et sont restés prisonniers de ce cadre. Mais 20 ans plus tard, au début des années 90, Jean Bourgain, qui a eu la médaille Fields 4 ans plus tard, en 1994, apporte la lumière sur ce problème en choisissant le cadre probabiliste, le domaine des probabilités. Il transfère le problème dans le domaine des probabilités et il arrive, avec un autre groupe de chercheurs, à dire les points qui sont dans le disque. Eh bien, la probabilité que n points existent tel que t de n soit égal à racine de n, cette probabilité-là, elle est strictement positive. Et donc il conclut en disant, eh bien ces points existent, puisque la probabilité qu'ils existent est strictement positive. Mais il pose la question, lui et les autres, mais nous ne savons pas où ils sont. Donc nous ne savons pas où ils sont, ce qui nécessite de poser cette question-là, où sont ces fameux points ? Les fameux points qui atteignent la borne de Schaeffer. Et alors, ce qu'on a fait avec mon collaborateur Oleg Scher, c'est qu'on a rompu complètement avec le cadre probabiliste, avec le cadre algébrique. On a changé de cadre, on est allé dans un cadre purement analytique qui nous a amené à voir le problème sous un nouveau jour et qui nous a amené à trouver la solution très surprenante que peu importe l'endroit où vous vous placez, ici, n'importe où dans le disque, à partir du moment où les points sont rapprochés des autres, coïncident en un seul et même point, eh bien vous avez la solution. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est évidemment une solution à laquelle personne ne s'attendait. Quand je suis allé voir les experts du sujet en leur disant, bon, Jean Bourgain malheureusement nous a quittés, donc je n'ai pas pu discuter avec lui, mais quand j'étais allé voir les autres chercheurs spécialistes du sujet, ils m'avaient dit non, c'est impossible. Impossible que ça arrive. Ça veut bien dire que le changement de cadre est absolument décisif et c'est ce qui permet de faire avancer la recherche. Voilà, pour conclure, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que du point de vue de l'élève qui a du mal à s'engager dans la tâche ici, eh bien, il a à acquérir un certain nombre de réflexes que le prof doit lui apprendre et que pour l'instant, dans la communauté des enseignants, ça n'a pas encore pénétré. Mais vous voyez par exemple que les gymnastiques qu'on peut leur apprendre, c'est de repérer des mots-clés. Ici, vous avez angle, vous avez l'angle qui est mesuré en degrés, vous avez les mètres, vous avez la hauteur, si je me rappelle bien quelque part. Ce sont des mots-clés qui renvoient au domaine de la géométrie et que donc on peut utiliser pour l'aiguiller, pour lui apprendre cette gymnastique. Voilà, je vous remercie beaucoup.